de retour en plateau pour engager la troisième partie de cette émission. C'est l'instant des opinions, c'est l'instant des commentaires, c'est l'instant des avis, des critiques, des analyses. On va parler de trois sujets si le temps nous le permettait. On va commencer notamment par le sujet qui nous intéresse en priorité. Vous le savez, je l'ai annoncé au début de cette émission, les journaux l'ont aussi évoqué. Jérôme Carlos n'est plus. Le douanier de la presse est décédé hier à 80 ans. Quel est son parcours, quel est son héritage et qu'est-ce qu'il a bien pu inspirer à l'actuelle génération. Je vais faire la question aux débatteurs tout à l'heure. On va parler des votondés, je l'ai promis hier. On fera un service après-vente, certainement, même si on n'est pas du comité d'organisation. On fera donc l'analyse, un retour sur les faits, les commentaires, les actes, les images, les propos tenus à l'occasion. On fera donc le petit point. Et puis, si le temps nous le permettait, on n'est pas très fouteux, même si les guépards ne sont pas sur place. Ali Moumouni me dira le contraire, puisqu'il a fait un élément sur deux habits béninois à présent en Côte d'Ivoire. Même si les guépards joueurs ne sont pas là-bas, on peut quand même donner son avis sur l'événement qui se déroule en terre ivoirienne. Les acteurs sont déjà là, enfin, presque. Je veux dire, William, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour. On va commencer à discuter en attendant que Franck nous rejoigne. La presse est en deuil, la presse pleure un baobab, la presse pleure une bibliothèque qui a brûlé. Jérôme Carlos n'est plus depuis hier. William. Un monument, tout simplement. J'ai beaucoup de peine à prendre la parole ce matin et je pense que mes tout premiers mots sont des mots d'hommage éminemment mérités à une plume que je respecte. Je crois qu'hier, l'une des toutes premières déclarations que j'ai faites, c'est que l'abécédaire de ce métier, sujet, verbe, complément, il est un des rares encore de ce niveau d'expérience et de pratique du métier de journaliste qui, jusqu'à sa mort, respectait encore ces préliminaires du métier. J'aime la simplicité dans laquelle il est demeuré dans sa fameuse chronique de tous les temps. J'aime l'engagement politique de l'homme parce que nous, on n'était pas encore nés quand cela, au nom de leur liberté, au nom de la liberté de presse, parce que pour eux, le journaliste n'écrit et ne signe que ce en quoi il croit, ce qu'il pense vrai, lui et lui seul, et non pas selon les opinions de mécènes ou d'autorité à quelque niveau que ce soit. Au nom de la liberté de presse, ces messieurs ont bravé le marxisme-léninisme et je crois que c'est l'un des hommages que la presse internationale lui rend ce matin. Quand vous faites le tour de l'actualité avec la presse internationale, tout le monde dit de lui un journaliste engagé, un journaliste qui a résisté aux pressions politiques, un journaliste de grande carrière aussi. C'est rare de voir quelqu'un consacrer toute sa vie à un métier sans jamais le quitter. Quand on sait comment le journalisme se déroule ici et ailleurs, il n'y a pas que le Bénin qui pleure Jérôme Carlos à ses temps d'exil. Il y a même bien plus que le Bénin qui pleure Jérôme Carlos. Jérôme Carlos. Oui, en Côte d'Ivoire, il a fait le groupe de presse Fraternité de l'autre côté quand il était en exil. Tous ces grands noms de la presse ivoirienne lui rendent un vibrant hommage ce matin. Le Sénégal parle de Jérôme Carlos, le Nigeria aussi, même si je ne comprends pas anglais. Bref, c'est une bibliothèque. Eric. Salut l'artiste. Je pense que c'est une grosse perte pour la nation, mais aussi pour notre corporation. Voyez-vous, il a tant inspiré tant de générations dans ce métier que nous faisons. Je salue son humilité. Il est resté justement attaché à cette valeur. Quand on fait un tour dans son parcours, rester attaché aussi aux valeurs de notre métier. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que bien au-delà de nos frontières, l'homme est salué. Voyez-vous, que ça soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout. C'est très rare de pouvoir rencontrer de telles personnes. C'est très rare de pouvoir voir une qualité humaine, voyez-vous, si attachante aux valeurs. Je suis tombé sur un audio hier qu'on peut considérer comme l'une de ses derniers propos sur sa radio Cap FM, où il insistait sur la liberté, sur la variété, n'est-ce pas, de ce qu'on peut observer dans notre société,
mais aussi l'importance de ce que la jeunesse doit pouvoir saisir, l'opportunité de vivre sa vie en fonction de ses convictions. Mais je trouve aussi que cette fête, c'est en même temps aussi un honneur. Voyez-vous, tout ce qu'on entend aujourd'hui sur le parcours de Jérôme Carlos, c'est beaucoup de valeur, c'est combien l'homme est resté attaché à ce métier, malgré même le poids de l'âge. Il lui arrivait d'intervenir encore. Il n'y a pas longtemps que ça, on m'avait invité pour une émission sur Cap FM. On venait de finir l'émission, à peine 2 minutes, Jérôme Carlos a appelé. D'abord pour saluer son journaliste qui a animé l'émission, mais aussi tous les invités qui ont pris part à l'émission. À chacun, on lui passait le téléphone à chaque invité. Merci d'être venu, merci pour le travail que vous faites. Et franchement, c'était assez touchant. C'est pas toujours, c'est pas tous les jours qu'on rencontre, surtout dans notre métier, des gens qui sont restés collés, n'est-ce pas, à ce travail, quand bien même dans la retraite. Franck, bonjour. Oui, bonne arrivée. Merci. On parle de Jérôme Carlos, je ne sais pas si vous aviez compris. Oui, Jérôme Carlos, quand j'ai reçu, disons, la nouvelle hier, j'étais un peu triste, tout simplement parce que les gens de la trempe de Jérôme Carlos, on aurait souhaité que ces gens-là restent encore longtemps avec nous, parce que c'est des disons, des douaniers, ce sont des aînés qui nous ont donné le goût à la chose journalistique. C'est quelqu'un qui a pu arrimer un peu le métier d'écrivain, d'historien, de chroniqueur, journaliste, et qu'il a fait durant toute sa vie et qui aujourd'hui nous a quittés. Moi, je pense que il faut rendre véritablement hommage. Et c'est dommage parfois parce que je pense que c'est important de rendre hommage aux gens de leur vivant. Vous savez, une bibliothèque comme Jérôme Carlos, on devrait peut-être déjà avoir il a eu quelques distinctions quand même oui, au plan distinctions national, au plan national, mais on devrait avoir peut-être une académie de journalisme qui porte son nom, où ça va être vraiment immortel. Moi, j'ai eu les derniers propos qu'il a prononcés et dans mes oreilles avant que je n'apprenne hier la mort de l'homme. On a fini l'émission, j'étais justement avec Eric quand il a appelé et me disait en gond, Atorodo, un peu pour blaguer. Juste, vous avez beaucoup parlé, je vous ai suivi, ça m'a donné de frissons hier quand j'ai appris la nouvelle et je pense que c'est quelqu'un qui a bien vécu. Ce n'est pas ce qu'on dit d'habitude quand la personne meurt, même quand c'est quelqu'un qui de son vivant n'a pas eu trop d'éloges, mais je pense que Jérôme Carlos a eu d'éloges et il a marqué véritablement son passage sur Terre. Je me rappelle encore ces chroniques que l'on suivait. C'est vrai, au départ, moi, je ne comprenais rien du tout parce que c'est un langage qui n'était pas fait pour tout le monde, mais je savais qu'il y avait du style, il y avait de l'élégance dans ce qu'il faisait et c'est important de le souligner. Aujourd'hui, il est parti et ce qu'on peut faire pour lui rendre davantage hommage, c'est de pérenniser l'œuvre qu'il a entamée, de ne pas laisser, peut-être après son départ, mourir cette échelle-là qu'il a portée, qu'il a managé, dans laquelle il a managé des jeunes qui continuent. Thomas Boya, qui l'a précédé dans cette aventure de la mort. On espère en tout cas que ça va survivre. Oui, véritablement que l'on soutienne cette chaîne-là pour que ça ne disparaisse. Parce que lorsqu'on dit Cap FM, on voit Jérôme Carlos, c'est important de le faire. Pourquoi ne pas rebaptiser la chaîne pour nous amener à nous rappeler chaque fois son nom et faire autre chose? Je pense que c'est une personnalité, c'est quelqu'un qui a véritablement laissé des traces et il faut valoriser cela. Voilà. C'est un homme de l'excellence dans tout ce qu'il entreprend et moi, je ne sais pas si beaucoup le savent, mais Jérôme Carlos est un excellent sportif aussi. Il a tenu pendant longtemps un record terrible en athlétisme, mais c'est une ancienne gloire. C'est précisément un saut en hauteur. Il a été récemment seulement battu par... comment est-ce qu'elle s'appelle? En tout cas, il a gardé longtemps ce record-là. Et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que... Carlos jeune, c'était quand même un grand sportif. C'est un sportif de renom. Ce sont
ces messieurs qui ont fait la fierté du Bénin nouvellement indépendant en sport. Moi, j'aime l'humilité de l'homme. Vous savez, dans son entourage, s'il y a une caractéristique qu'on lui reconnaît le plus, c'est cette humilité. Vous l'avez bien compris avec l'anecdote de Eric tout à l'heure par rapport à l'émission. On dit quand il sort de la rédaction, sa chronique prête, et ça, je le dis aux Béninois, la chronique de jeudi prochain sur Cap FM était déjà prête avant que Jérôme Carlos meure hier. C'est-à-dire, malgré le poids de l'âge, malgré 16 années d'expérience, la rigueur, le travail, la régularité dans le service. Parce que les médias éduquent, divertissent et informent. Dans la fonction d'éducation, je crois que beaucoup de contenus ont déserté le forum dans bien de médias, mais sur ses antennes, il éduquait encore avec sa chronique. Vous savez, on raconte que quand il finit sa chronique ou quand il finit de rédiger ses papiers, quand il sort, le premier arrivé, quand il lui répond en français, après l'avoir salué, il lui tend la chronique, monsieur, relisez-moi cet écrit. Malgré ses diplômes en histoire politique à l'université, malgré ses ouvrages, le grand écrivain qu'il est, ses nombreux ouvrages, justement. Franck a parlé d'une académie de journalisme. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons une université publique, nous avons une école de journalisme dans notre université publique. Nous n'allons pas dire à nos gouvernants quoi choisir. Ils connaissent l'homme, ils savent ce qui pourrait bien illustrer un parcours comme celui-là, une personnalité de cet homme vécu. Vivement que, jeunes que nous sommes, nous puissions mettre nos pas dans les pas de ces géants. Allez, rapidement, je suis tombé sur la précision. Jérôme Carlos a détenu le record de saut en hauteur au Bénin pendant 40 ans, avant d'avoir été détrôné par Odile Arouanou, qui est toujours en activité. Actuellement. C'est dire combien il a mis là-bas très, très, très haute. En tout cas, de ce côté-là. Et comme William a commencé à le dire, c'est quand même aussi un grand écrivain qui a publié pas mal d'ouvrages, oui, qui parfois lui ont coûté quelques soucis avec les acteurs politiques. Il a dû s'obliger à aller au-delà des frontières à un moment donné pour proposer sa plume ailleurs. Moi, ce que je retiens de l'homme, c'est sa fidélité à une profession. Je me demande comment il ne s'ennuie pas, comment il n'arrive pas à s'ennuyer de faire la même chose au quotidien, c'est-à-dire une chronique, remettre à quelqu'un pour lire, etc., de faire ça pendant près de 40 ans. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Oui, c'est beaucoup de choses. Et moi, je vois l'homme une qualité que nous devons cultiver. C'est-à-dire que nous devons ressortir de nous-mêmes toutes les potentialités que nous avons. Quelqu'un dit qu'il a détenu un record pendant plusieurs années. Il est écrivain, il est historien, il est journaliste, il est chroniqueur. C'est pas du tout facile, alors. Et s'il a fait tout ça de son vivant, c'est qu'il n'a pas vécu inutilement. Moi, je dis chapeau à l'homme et que la terre lui soit légère simplement. Et il a une humilité, ça il faut le dire, c'est pas parce que on a une tradition à célébrer ou à dire de bonnes choses sur les personnes décédées, mais Jérôme Carlos c'était quand même l'humilité. Je me rappelle à une occasion où il était présent, invité à un lancement de livre. J'ai fini ma présentation de livre et il s'est mis aussi à me taquiner. Toi vraiment, oui, toi vraiment, ton niveau de français là, il faut que je retourne à l'école. Le douanier, vous n'allez pas quand même me taquiner jusqu'à ce point. Et c'est l'homme aussi qui est disponible vraiment pour la jeunesse, pour la jeune génération. Parce que quand on fouille un peu la littérature béninoise, au-delà d'avoir été écrivain, vous verrez qu'il a été préfacé de beaucoup de livres. Et parfois, quand les jeunes ils sont coincés, ils sont bloqués, ils ne savent pas qui doit leur proposer un test pour une caution morale ou scientifique ou littéraire, directement, on leur proposait Jérôme Carlos, qui était tout le temps disponible. Je me rappelle juste que c'est ce moment de maladie qu'il a dû demander à certains d'entre eux, ma foi, de lui laisser un peu le temps de se reposer. Il a quand même, une jeunesse qu'il a pris le temps d'éduquer à travers ses chroniques et ses interventions. Il a toujours mis un accent sur la responsabilité de la jeunesse dans une société. Quand vous voyez un peu ces chroniques qui rappellent parfois les valeurs que nous devons cultiver, mais qui malheureusement s'étiolent de jour en jour. On ne va pas chercher à combler le vide de Jérôme Carlos, mais jusqu'à tirer quelques leçons de vie, d'abord de façon personnelle, mais aussi dans le cadre de notre métier. C'est qu'on peut vivre aussi longtemps et rester
attaché à ce métier. Vous avez posé la question, mais comment on peut le faire justement? Vous savez, il nous arrive parfois, après quelques années, de mourir quelques fatigues, moi, souvent quelques que dégoûts et désintérêts. Que j'ai fait 16 ans dans la presse, dégoûts, je crois que je suis proche de ma retraite. Dégoûts et désintérêts, et puis après, quand on voit des exemples comme Jérôme Carlos, on a vraiment de quoi à s'interroger. Mais je pense qu'il est passionné dans tout ce qu'il fait, écriture, littérature, dans tout ce qu'il fait. Vous vous dites peut-être, bon, je fais beaucoup aujourd'hui, et vous réalisez en lisant sa biographie qu'en fait, vous n'avez pas vous n'avez même pas encore fait quelque chose de votre vie et qu'il vous reste encore beaucoup de choses à faire et du coup il faut se remettre au travail. En tout cas, on espère vraiment que les acteurs qui puissent décider ou qui peuvent décider puissent décider et vraiment immortaliser ce nom-là, qu'il faut-il rappeler est un nom assez important dans l'univers. Et qui est un nom d'antenne, parce que Jérôme Carlos c'est un Dovonou ou un Dovonon, si je ne me trompe pas, Narcisse de prénom. Oui. Sinon, c'est un nom d'antenne, mais extrêmement célèbre. C'est un nom prête-plume, voilà. Bon, et puis, c'est devenu ce que c'est devenu. Comme on le voit. Et il adore son goût. Il adore parler son goût, c'est terrible. Allez, les gars, on va parler de Vaudon Days. Il y a une semaine à peu près, Ouida bouillonnait encore de monde. Est passé entre polémique et une des journaux et tout. Et là, une semaine après, je crois que les esprits qui étaient chauds se sont un peu refroidis maintenant. On est un peu plus lucide maintenant pour apprécier tout ce qui s'est passé. Quelle est la pertinence de cette initiative selon vous, Franck? La pertinence réside dans le fait que il fallait, au-delà de la célébration du 10 janvier, il fallait vendre ce que nous avons aux autres. Aux autres, c'est la diaspora, ce sont les pays qui se sont fait représenter. Aujourd'hui, nous nous sommes vendus au Brésil, nous nous sommes vendus au Venezuela, parce que j'ai appris qu'il y a même des délégations qui sont venues du Venezuela, des États-Unis, d'un peu partout. Je pense que le Bénin, à travers les Vaudou Days, s'est hissé sur en tout cas, dans l'univers des pays qui ont pu, par la culture, par la tradition et par les valeurs endogènes, qui ont pu se vendre un peu partout dans le monde. Vous ne pouvez plus parler du Bénin quelque part aujourd'hui grâce à ce que nous avons organisé, sans qu'on ne vous dise, mais c'est pas là où on a organisé les Vaudou Days, là, c'est très important. Et on a su vraiment trouver les thèmes exacts, Vaudou Days. Quand vous écoutez un anglais qui retrouve un mot anglais dans un, disons, vocable, va se demander, mais qu'est-ce que ça voudra dire? Je pense que c'est une initiative bien trouvée. Pour faire plaisir à nos francophones. Il faut retourner à ces notes de 6e, 5e pour pouvoir comprendre rapidement ce qu'on veut mettre dans cette appellation. Allez, Eric, oui, pertinence, appréciation. Non, je pense que cette initiative a eu le mérite de pouvoir mobiliser en quelques jours l'attention du continent, mais aussi du monde, puisque nous avons reçu énormément de personnes qui sont venues d'ailleurs pour vivre ces moments avec nous. Je crois savoir aussi que pendant longtemps, nous avons recherché en vain une forme d'identité qui va pouvoir mobiliser les acteurs du milieu vaudou en un seul lieu et puis développer d'autres activités autour. Je pense que ce défi a été relevé et puis on en a profité aussi pour lancer un signal à l'échelle internationale. Nous sommes en mesure d'organiser de grands événements avec la logistique qu'il faut, avec les infrastructures hôtelières, justement, pour accueillir du monde et faire d'un instant, n'est-ce pas, un moment d'attraction, n'est-ce pas, pour notre pays. J'en prends ces chiffres pour que l'Instad a fait publier. 90 000 personnes se sont mobilisées autour des Vaudou Days. Et vous n'avez pas idée de ce que ça a pu apporter à de jeunes, à de bonnes dames de la ville de Ouida. C'est vrai que dans l'absolu, tout n'est pas rose, parce qu'il y a eu au moins 2 polémiques, n'est-ce pas, sur ces jours de Vaudou Days, notamment la caravane brésilienne, et puis après, la consultation du TOFA. Je crois savoir qu'aucune œuvre n'est pas faite, ce n'est que la première édition, et peut-être d'ici la 2e édition, on aura encore le temps de revoir certaines choses, et puis d'offrir toujours au public un événement aussi majestueux que ce que nous avons vécu. William, en quoi c'est pertinent aujourd'hui? Au plan culturel, et je vais vraiment localiser mon intervention là-dessus.
on a parlé de 97 000 personnes réunies, donc près de 100 000 personnes. Non, les chiffres sont à polémique. Hein? Oui, les chiffres FMT a proposé 53 000, Oui. le matinal 97, il y en a qui ont proposé même un peu moins. Mais le aussi. ministère de la Culture parle de Oui. 97 000. Mhm. Donc, dans tous ces chiffres, j'ai préféré les chiffres officiels. D'accord. Comme pendant les présidentielles. Vous ne faites pas confiance à vos confrères, je vois bien. Pas forcément, pas forcément, mais je préfère la source que l'informateur. Parce que j'ai accès à la source, si vous le voulez bien. Vous savez, en fait, quoi qu'on dise, avec ce monde, ces spectacles, les touristes, le corps diplomatique, les personnes, la diaspora, je n'ai pas envie forcément de citer tous les corps constitués qui y étaient, pouvoir réunir tout cela autour d'un idéal qui puisse faire oublier toutes les divergences politiques ou de tous ordres, c'est un actif. Ah oui, mais je n'ai pas vu le président de Parti les démocrates, par exemple, ou de Paul Roumpel là-bas. Non, ce n'était pas un rendez-vous pour les politiques. C'était un rendez-vous pour tous les Béninois, en fait. C'était pas une réconciliation nationale pour vous chahuter. Au pied de la porte du Nord autour. Ouais. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a le plus grand. Maintenant, moi, je pense que un peu comme on nous vend souvent les prouesses en termes d'aura et d'apport financier, touristique, de plus-value, j'ai comme impression aussi qu'il serait bien de nous parler souvent du coût de revient des initiatives. On va en parler tout à l'heure. Je voudrais déjà qu'on apprécie d'abord la pertinence d'avoir organisé, je dois dire, ces rendez-vous-là. Je vais donner la parole à quelqu'un que j'ai invité par ici pour nous accompagner dans ces discussions. Teddy Gandigbe, qui est journaliste au quotidien Matin Lire, lui qui est spécialiste, qui s'intéresse en tout cas aux questions liées à la culture. Teddy Gandigbe, bonjour. Merci d'être là. Nous parlons des Vodun Days. Ma première question, c'est en quoi est-ce que c'est pertinent aujourd'hui de les organiser? Vous qui aviez été au contact de l'activité tout le temps. Bien sûr. Bonjour Tanguy. Bonjour. Et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. En réalité, la pertinence de l'organisation des Vodun Days à côté de la traditionnelle célébration de la fête de Vodun que nous connaissions a répondu quand même à plusieurs préoccupations, parmi lesquelles on peut déjà comprendre que il fallait désormais recadrer le narratif qui se trouve derrière le concept vaudou, sinon derrière le patrimoine vaudou que nous avons tout le temps chéri ici. Beaucoup de choses ont changé quand même parce que dans la structuration de ce festival, il faut comprendre quand même que l'orientation, c'est de favoriser un tourisme beaucoup plus prolifique pour le Bénin. Alors, pour ce qui concerne, disons, au plan structurel, ces Vodun Days sont un concept qui ont été organisés en marge de ces festivités de Vodun que nous connaissions et qui a pour but, nous sommes d'accord, de drainer du monde au Bénin pour pouvoir mieux comprendre le Vodun et effacer un certain nombre d'images négatives, des clichés que nous avons au sujet de ce patrimoine qui nous est si cher. Oui, mais moi je dis que c'est fait exprès peut-être le positionnement autour du 10 janvier, peut-être pour nuire au 10 janvier carrément, parce qu'aujourd'hui, la preuve est là qu'on n'a pas du tout parlé du 10 janvier, Franck. Ben, il n'y avait pas meilleur positionnement, à mon avis. Si, imaginez, on faisait les Vodun Days, je ne sais pas, en février ou quelque part dans un mois donné, et on revient pour faire les Vodun Days le 10 janvier pour parler des religions endogènes. Ça va être un mélange et ça va un peu créer une confusion dans nos têtes. Je pense que la position qu'on a trouvée pour les Vodun Days est la meilleure position parce que ça permet de passer d'un acte à un autre, mais tout ce qui veut dire la même chose. On parle des Vodun, c'est vrai, quand vous prenez le 9, c'est beaucoup plus manifestation, c'est culturel, c'est ambiance, c'est tout. Et puis le 10, on consacre notre temps à parler véritablement de ce qu'on a l'habitude de faire, de permettre aux divinités de sortir, de leur permettre de consulter sur l'avenir de notre nation, de faire des processions, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est bien pour William, est-ce que le contenu en réalité a différé en tant que tel des célébrations du 10 janvier que nous avions eu par le passé? Aspect touristique exclu, je pense que c'est presque la même chose. Mais on a
on a pu mettre un cap sur la vente de ce patrimoine-là, sa valorisation au plan touristique, parce que les réservations touristiques étaient déjà de l'ordre de près de 30 000, selon le chef projet Vodun Days avant les manifestations. On vous dira que Ouidah était bondé, que Cotonou-Ouidah était à 2000 francs au lieu de 1000 francs pendant déjà l'avant-veille des Vodun Days. Il y a une plus-value Cet opportunisme des hommes d'affaires, c'est terrible. Quoi. Oui, mais que voulez-vous? C'est pour ça justement qu'ils ont organisé les Vodun Days. Ils pensent que c'est un patrimoine et qu'il y a une plus-value économique. Il y a un manque à gagner qui est bien possible. Maintenant, je pense que ça n'a pas empêché d'autres de faire la célébration des religions endogènes, même si avec les Vodun Days, on a désormais fait une clarification conceptuelle de beaucoup de mots. On a revu le champ lexical par rapport à l'emploi ou le vocabulaire habituel sur la question des exercices orthographiques. Oui, on a eu droit à beaucoup de choses, mais quand même. T'es dit? Oui. Je dirais que... Je parlais du positionnement de Vodun Days par rapport au 10 janvier. C'est carrément un projet pour tuer le 10 janvier. Hein? Pas exactement. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette position. Je dirais tout simplement que si en marge des festivités vaudou que nous avons de façon traditionnelle, on a organisé le festival Vodun Days, c'est deux concepts bien différents, installés dans deux contextes différents. En réalité, les Vodun Days, c'est un festival, il faut le reconnaître, c'est un festival qui, en réalité, est prévu pour drainer des artistes, enfin, créer une sorte de fête autour de la célébration de la fête de Vodun, mais le jour même, le 10 janvier, que nous connaissions, c'est pour le travail écuménique, le travail spirituel que nous avions l'habitude de faire, les libations, les prières et tout ce que la consultation du Tofa. Et donc, c'est beaucoup plus le cultuel qui est pris en compte pour le 10 janvier et à côté, on a organisé cette fête qui devrait normalement permettre quand même à tout visiteur d'apprécier à sa manière ce que c'est que le Vodun et le concept qu'il y a autour. Le contenu, le déroulé de fête ou du festival, comment avez-vous vécu tout ça, Eric? Beaucoup de bonheur. Il y a eu de grands spectacles. On a vu d'abord dans un premier temps des artistes qui nous sont venus de peu partout. La scène, elle était grande, mais je pense que le défi logistique, moi, c'était un peu l'inquiétude. Mais quand j'ai vu le podium qu'on a dressé, tout l'équipement qu'on a déployé, je me dis bien que voilà, déjà qu'on avait déjà l'expérience avec d'autres événements, c'est que cela ne devrait pas étonner. L'agenda qui a été concocté autour du 10 janvier, les activités culturelles, les groupes folkloriques qui dansaient un peu partout. Je pense que le public qui devrait se déplacer pour voir ne peut pas dire qu'il n'a pas vu. Je pense qu'il y avait tellement d'événements, tellement de possibilités d'observer, de regarder, bien entendu, tout ce que nous pouvons offrir comme architecture culturelle, voyez-vous. Et puis, comme l'a dit notre ami Teddy, le 10 janvier, oui, on a vu la consécration de tout ce qui est rituel, sacrifice, libation, des chants d'honneur. Et je pense que dans ce format, on valorise plus, n'est-ce pas, ce que nous avons, qui est de notre identité et qui est bien entendu le vaudou. Et je n'ai pas entendu un acteur du milieu endogène qui a désapprouvé le concept des Vodun Days, qui a désapprouvé la façon dont les choses se sont organisées. C'est vrai, il y a eu quelques observations. On aurait pu mieux solliciter des artistes ancrés dans nos pratiques ancestrales, que de rombatiser un peu. Ben voilà, c'est ce que j'allais demander. On parle de Vodun Days, on parle de un peu l'événement. Mais il y a cette vision d'ouverture sur le plan international, et je pense que parfois on peut faire ces options pour captiver le public international. Est-ce que la rumba vient chercher à l'occasion de la célébration du Sakpataron ou de l'Ensirou ou bien de je ne sais trop quelle autre divinité? Mais Sabora a quand même équilibré. Oui, Sabora, on sait que les gens pensaient que ces dernières productions, Sabora, ces dernières productions, en tout cas la plupart, sont puisées, je dois dire, dans le répertoire folklorique et de chansons. Voilà les belles images, voilà. Regardez, observez. Mais t'es dit, la rumba, ça n'avait pas une scène comme ça hein, quand on célèbre les 10 janvier. Voilà, une scène comme ça, qu'est-ce que la rumba vient chercher là-dessus? Mais si je vais tenter de te retourner la question, je demanderais qu'est-ce que le Juju Live vient chercher aussi dans Justement, en réalité, c'est l'ouverture sur d'autres champs
pour montrer qu'en réalité, les Vaudous ne sont pas forcément ce que nous pensions. Cette image que nous avions où on disait que, bon, voilà, c'est des gens, pour démontrer leur force, arrivent quand même, ou se donnent la capacité d'arracher à plein dents la gorge d'une bête. Ça peut s'accommoder à d'autres cultures. Non, exactement. C'est qu'on veut arrimer, nous sommes d'accord, notre univers vaudou à d'autres univers. C'est tout simplement ça. Et c'est cette reconnexion qui, nous sommes d'accord, est installée dans les Vodou Days en tant que concept pour pouvoir permettre quand même à d'autres personnes qui veulent bien venir sur cette fête et qui n'auraient pas forcément des préjugés en tête de venir se faire plaisir. Au lendemain des Vodou Days au Bénin, le Togo d'à côté, à Néro, la ville a pris le relais. Et là-bas, ils ont dédié une journée entière à Abomey, où nous sommes allés danser, disons, comment vous appelez, le zéli et tout. Donc, c'est pour vous dire que en invitant ces artistes-là, moi, je pense que c'est pour briser un peu les barrières. Nous avons des compatriotes qui sont au Congo. Mais là, c'est mieux. On n'a pas invité, je ne veux pas stigmatiser les artistes de la jeune génération qui font beaucoup de bruit, etc. Le Togo et Anéron n'ont pas invité ces jeunes-là, peut-être pour venir faire, je ne sais pas trop quoi, ils ont invité des gens pour venir faire de la danse traditionnelle. C'est ça l'ouverture, non? Non, nous visons plus loin. Nous visons plus loin parce que nous voulons ouvrir le Bénin et vendre la valeur vaudou, comme l'a dit Teddy tout à l'heure, pour qu'on ne prenne plus le vaudou comme des choses de mal. Lorsqu'on entend le Bénin, on dit c'est le vaudou. Les gens sont venus voir, ils sont rentrés dans des arènes où on leur a présenté le sapata, on leur a présenté le goût, on leur a présenté ainsi de suite. Et ils se sont rendus compte que ce n'est pas en réalité l'image qu'on faisait du vaudou. Quand on dit vaudou, vous vous asseyez à côté de quelqu'un, vous êtes béninois, on dit attention, ça c'est des gens qui ont le vaudou chez eux, à moins de gestes, ils vont te rendre la vie dure, ainsi de suite. Je pense que c'est pour démystifier, mais tout en gardant la teneur de nos valeurs qu'on a invité ces artistes. Avec l'évolution du monde, je le disais dans l'idée que je développais, que le vaudou peut s'accommoder à d'autres cultures. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'église catholique. Quand vous allez à Porte-Novo, vous allez retrouver quelques rythmes ancestrales dans la liturgie. Vous avez des chorales à Djohou qui, on est quand même dans l'église catholique, et vous avez des faits de danse qui ressemblent un peu à ce qu'on retrouve dans nos couvents. Vous allez au nord, vous avez des chorales de Bariba et qui chantent en langue, mais on est quand même dans l'église catholique. C'est une africanisation en quelque sorte de procédé de catholicisation, tout en gardant l'originalité, tout en gardant l'originalité de ce qui nous est cher et qui est réservé aux personnes initiées. Nous pouvons essayer de pimenter un peu avec des rythmes, mais pas ce qu'on a vu. C'est aussi l'ouverture, j'allais dire, c'est aussi l'ouverture, la caravane, et ces belles brésiliennes, c'est un peu osé. Qui nous en ont mis plein le visage et plein les yeux le dimanche qui a précédé les fêtes, William. Pour ceux qui ont voulu voir. Ah, vous avez fait les yeux, vous vu attention, ceux qui ont voulu voir, parce qu'il n'y a pas plus aveugle que ceux qui ne veulent pas voir, qui voient de leurs deux yeux, de leur glow, mais qui ne voient pas en vrai. Vous savez, moi je pense par exemple que moi j'ai un avis contraire à vous, chers messieurs. Pour moi, aucune globalisation pour moi ne fait place à la samba dans une société dont la culture est conservatrice. Une samba qui voit des gens défiler dans des rues avec des... je ne parlerai même pas d'accoutrement parce qu'il n'y avait rien à la limite sur le corps. C'est un accoutrement quand même. C'est un accoutrement si vous voulez. Moi je pense que pour nos valeurs, avant même de parler vaudou, non, si on a envie de s'y attarder, pour moi, ce n'est pas forcément la plus grande chose. Maintenant, si la globalisation, c'est d'amener de grands noms autour d'un événement, si ça peut faire des gains économiques, comme vous et moi le disions il y a quelques instants, c'est bon pour les initiateurs, surtout. Non, moi, je pense, Franck, je pense que on ne va pas passer tout notre temps à dire, écoutez, les gens sont venus s'exposer trop légèrement, ainsi de suite. Ça, c'est la tradition brésilienne. Et partout ils vont, ils défendent cela, ils sont fiers de défendre. Vous allez voir des Béninois qui quittent ici. Vous quittez ici, les gens ont honte de porter, par exemple, les tenues locales. Vous quittez ici, vous allez... avec la nudité, hein? Non. Porter une tenue locale, quand vous allez au Brésil, ça ne dit rien à personne. Et eux,
c'est leur façon de vivre, ça ne leur dit absolument Et rien. l'impose au monde entier. Vous avez déjà eu la gentillesse de les inviter. Eux, ils pensent que... Vous avez vu comment tout le monde a parlé du Brésil. C'est déjà un gain pour eux. Parce qu'on sait que le Brésil était présent. Mon réalisateur est de main de On sait maître. que le Brésil Parce que William n'avait était pas eu le présent. temps de- Il y a des Béninois qui quittent ici, qui vont ailleurs, William au lieu regarde, de hein. porter, Faut bien de regarder. porter C'est ou l'image à l'entrée. s'identifier. C'est l'image à Ça, c'est l'entrée. l'image que nous propose William qui est technique derrière. Allez, oui, Franck, On va jusqu'à quelques jours avant l'événement. Franck aussi a été perturbé dans son analyse. Juste quelques jours avant l'événement, vous avez de ces citoyens qui n'étaient pas encore convaincus d'aller à Ouida. Ouais. Mais il a fallu que quelques clichés soient publiés Ah sur oui, les réseaux beaucoup de sociaux. choses, ça y est, on revoit ce Je crois que même Eric m'a mis la pression et j'ai dit non, moi je suis pas. On a pu résister. On était occupés. J'ai pu résister. Mais je pense que... Allez, on va faire plus sérieux maintenant. Oui, je Voilà. te dis. Au-delà de tout, il faut quand même reconnaître que c'est un spectacle d'attraction publique qui accourt en Brésil. Et quand on sait que le Brésil est aussi une nation vaudou, il y a une bonne frange de la population brésilienne qui est vaudou. Et chez eux, ils ont cette manière-là de créer ces spectacles d'attraction publique pour attirer l'attention des gens sur ce qu'ils veulent faire. Les amener ici, il y a quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas compris tout de suite. Cette troupe qui est venue faire cette prestation à Ouida, ce n'est pas une troupe qui est invitée officiellement sur les Vodun Days. Au départ, ils étaient programmés pour être sur le FIP à Porto-Novo, de façon officielle. Mais on a trouvé l'opportunité de les expérimenter juste sur les Vodun Days pour voir si ça va créer cette attraction et amener les gens vers ce qui veut se passer. Mais ça a pris les couloirs. Donc on est sûr de les retrouver à Porto-Novo dans quelques mois. Bon, Eric, pour les c'est une question, c'est une question. Moi, j'ai été un peu dérangé Oui. par rapport à ces images. Au-delà peut-être du caractère conservateur de la culture de chez nous, très pudique d'ailleurs sur les bords. Moi, j'ai été un peu dérangé de voir ces images parce qu'en réalité, quand on parle de culture et quand on parle d'habitude, vous n'avez pas à l'imposer au pays qui vous accueille. Parce que quand vous allez dans un pays, vous vous adaptez aux conditions, aux concepts, aux façons de faire, aux façons de voir des choses de ce pays. C'est comme si allègrement un Africain, un peu de sa culture de polygame, débarque à Paris et expose un peu, et essaie de justifier un peu l'état de la polygamie. Tout de suite, la loi française va s'opposer à lui. Donc, on n'a pas à imposer ce qui est sa culture chez soi et qui est banal et qui est accepté de tous ou toléré de tous. On n'a pas à l'imposer dans un pays... Ce qu'on dit, c'est que tout part même pour moi du choix des troupes qu'on invite. Les temples vaudons au Brésil dépassent des cathédrales ici en Afrique. On est tous d'accord là-dessus. Mais en invitant ce pays vaudon pour une initiative vaudon, un festival vaudon de cette envergure, sachant qui est-ce qu'on invite pour ne pas heurter les sensibilités. Parce que si les Brésiliens, eux, n'ont pas tout le courage de changer de culture parce qu'ils sont en terre béninoise, les Béninois, à l'initiative de l'invitation, eux au moins, ont le choix de décider de qui vient prester chez nous. L'exemple que vous avez donné tout à l'heure, vous dites ça, c'est purement, je ne sais pas, c'est trop encadré. Ici, nous sommes encadré. Non, ici, non, là-bas, la loi a prévu que vous ne devez pas vous marier à deux femmes, je ne sais quoi. Ça, c'est le contexte culturel qui l'impose. Oui, mais qui sont consacrés par des tests. Ici, la culture est un champ où c'est un peu ouvert. Et ici, déjà, vous avez accepté que les gens viennent. Vous voulez vous ouvrir au monde. Vous voulez que... L'atteinte à la pudeur, ce n'est pas une loi. C'est une pas un infraction. test. Non, l'atteinte à la pudeur. Non, je pense Je voudrais terminer. Oui. Moi, je pense que on ne devrait pas. C'est vrai, on peut souhaiter que si cela se faisait par des Béninois, des Togolais, des Burkinabés, ainsi de suite, ça pourrait gêner. Ça, je dis, c'est leur culture. Même si vous invitez les Brésiliennes aujourd'hui au Burkina Faso, n'importe où, c'est comme ça qu'ils vont débarquer. Et je pense que nous devons assumer
nos cultures. Nous devons assumer ce que nous avons comme valeur. Ça, je ne sais pas, vous avez vu, c'est même ce qui a créé le plus d'attraction. Évidemment, le sexe, ça permet également de croire que lorsque nous parlons de nudité, de tout, ce n'est pas forcément pour gâter, ce n'est pas forcément pour, disons, divertir, et ce n'est pas forcément pour enlever aux gens leur éducation. Vous savez ce que l'ancien président de Sissoufou Soglo a dit par rapport à cette affaire-là? Que les vaudous, ce n'est pas de la pornographie. En fait, cet avis, je l'ai lu avec beaucoup de... Il y a une universitaire dont je ne vais pas citer le nom non plus, qui dit, mais attendez, je pense que ce que nous faisons comme combat pour la femme au Bénin, cette image n'est pas... Je pense que vous avez pratiquement tous raison sur le fait qu'on doit quand même regarder le côté conservateur de notre culture pour pouvoir faire des analyses. Mais si on doit regarder le revers de la médaille, il faut quand même reconnaître que nous avons quand même dans des couvents ici, précisément le couvent Kokou, des dames qui sortent avec des seins. Qui ne sont pas nées en dessous du nombril. Bon, qui ne sont jamais nées en dessous du nombril. Et même si c'est le cas, vous avez parlé d'un couvent. Là, on était en caravane. Vous avez parlé d'un couvent. Bon, c'est vrai que le rapprochement ne fait pas raison, mais je pense qu'on peut faire ce parallélisme pour expliquer les choses de façon sociologique. Alors, si éventuellement on voit des dames chez nous qui soient sous un effet de, c'est pas... en transe ou pas, sortent quand même avec les seins assez tonitruants, turgescents. Et on a l'habitude de voir ça et ça ne nous choque pas. On est d'accord. Et je ne pense pas que ce que nous avons vu sur cette caravane, à moins que l'hypocrisie prenne le dessus, puisse choquer quelqu'un. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens, dans notre société qui raffolent. Qui raffolent. Je ne voudrais pas faire. Vous savez que les médias éduquent. Je ne voudrais pas faire dans l'apologie de la nudité. Non, c'est pas de l'apologie. Justement, je voudrais y mettre un contexte, surtout culturel. Après, moi, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai compris que au Brésil, c'est très courant. Ils ont des activités du genre, des carnavals un peu partout. Vous avez des jeunes filles qui s'habillent de la même façon. Après, je me dis, si je prends l'ancien président Soglo, qui nous a toujours fait l'honneur de s'habiller de façon traditionnelle, même à des grandes occasions à l'échelle internationale, il vient avec sa culture. Il vient avec les attributs d'où il vient. Voyez-vous, on ne peut pas le lui refuser. On ne peut pas voir non plus ça comme une imposition au pays qu'il visite tout en s'habillant de cette façon. Vous avez des cultures au Kenya, au Botswana, un peu partout, où le habillement n'a rien à voir. En Afrique du Sud, un pays zoulou n'a rien à voir avec une autre façon de s'habiller. Si vous deviez inviter un chef zoulou au Bénin et qu'il vient dans leur façon de s'habiller, où vous et moi nous savons, c'est pratiquement avec quelques codes et puis tout ça, qu'est-ce qu'on dira ? C'est leur façon de vivre, c'est leur façon de faire. Donc moi j'ai compris un peu la chose de cette façon. Allez, on va finir. J'avais un mot à dire. Je pense que William a dit que c'était pas l'affaire des politiques, c'était pas l'affaire un rendez-vous, on devrait avoir des chefs de partis politiques. Moi, par contre, j'ai été gêné de ne pas faire la remarque de certaines présences là-bas, de certaines personnalités. Au Vodou Days, moi, je pense que personne ne devrait attendre une invitation pour s'y rendre. On ne devait pas attendre attendre des enveloppes où l'on va vous inviter pour vous y rendre. Ça, c'est notre identité. Un peu comme la Gani Aniki. Vous ne devrez pas attendre lorsqu'on célèbre la culture. C'est la chose qui nous réunit tous. Allez, on va pas relancer le débat. Merci beaucoup. C'est un moment de sortie. Un peu de rendez-vous et culturel et spirituel. Merci William, merci Franck, merci Teddy, merci Eric. Passez une très bonne journée, chers messieurs. On ne va pas en finir. En tout cas, des questions de mœurs, des questions de sensibilité, ça pose toujours problème, ça pose toujours débat. Je veux bien imaginer, comme il a dit un chef zoulou, avec son... excusez de peu, son sexe dans un truc long là et débarquer à Roissy-Charles de Gaulle. Je verrai bien comment est-ce qu'on va parler d'ouverture de culture là-bas. Allez, bonne journée à vous.
On va marquer une pause, sinon permettre à Ouliat Sanoussi de nous proposer justement le métier, pas le métier de la semaine, hein, en immersion. On va découvrir une dame qui fait de la coiffure. Sa spécialité, c'est la conception et la confection des perruques.